Nous sommes le 2 août 1993 dans le petit village de Savona, situé dans l'État de New York. Un jeune garçon de 13 ans repart à vélo du camp d'été dans lequel il est inscrit. Il vient de se faire virer de celui-ci pour cause de mauvaise conduite et il est très énervé. Au même moment, il croise la route de Derrick Roby, 4 ans, qui marche seul le long du petit chemin menant jusqu'au centre dans lequel il doit se rendre. Il habite à quelques pas de là et n'a pas attendu sa mère. Elle était très occupée à calmer son petit frère de 18 mois qui ce jour-là pleurait à chaudes larmes. L'adolescent l'aborde et lui propose un raccourci. Le petit garçon le suit volontiers, mais il se fait entraîner par celui-ci dans une zone boisée. Vers 11h30, la maman de Derrick Roby part récupérer son fils au camp d'été pour qu'il déjeune à la maison comme chaque midi. Mais là, elle ne voit pas son fils. C'est en parlant avec l'une des animatrices qu'elle comprend que son petit garçon n'est jamais arrivé à destination. Là, son sang ne fait qu'un tour et elle se met à paniquer. En apprenant ça, la maman ne perd pas une seconde et alerte immédiatement la police de la disparition de son fils. En raison du jeune âge du disparu, les enquêteurs vont tout de suite se mobiliser pour effectuer des recherches dans le secteur. Malheureusement, vers 16h, le corps du petit Derrick Roby est retrouvé par la police entre chez lui et le camp d'été. Les enquêteurs découvrent son corps dénudé. Son goûter semble avoir été renversé sur lui de manière intentionnelle. Il est souillé par son jus de fruits et par de la banane qui a été écrasée sur lui. Une serviette en tissu est enfoncée dans le fond de sa gorge. Il porte également des blessures au crâne. La scène est juste choquante. L'autopsie révélera que l'enfant a été partiellement étranglé et que le décès est dû à un traumatisme contondant à la tête avec asphyxie. Après le crime, c'est la psycho générale dans le petit village de Savona. Tout le monde connaissait plus ou moins le petit Derrick Roby. Comme le meurtre a eu lieu dans un petit village, qu'il le veuille ou non, les gens se croisaient tous entre eux et ils avaient tous déjà aperçu au moins une fois le petit garçon de près ou de loin. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que le drame ne survienne. Les gens commencent à devenir suspicieux envers leurs voisins ou à se demander s'il n'y a pas un fou furieux qui rôde depuis peu dans les parages. Tout le monde se met à ses pieds et est au garde à vous. Une sorte de paranoïa et de peur ambiante s'installe alors tout au long de l'enquête. Durant celle-ci, un certain Eric se rend spontanément au poste de police pour proposer son aide. Tout d'abord, l'adolescent affirme ne pas avoir vu Derrick Roby le jour de sa disparition, mais par la suite, il déclare le contraire. Il leur propose alors de leur montrer à quel endroit il l'a aperçu. Le lendemain, il prend son vélo et emmène les policiers sur place. Bien qu'il affirme ne l'avoir croisé que quelques secondes, il en fait une description particulièrement détaillée. Cela met la puce à l'oreille des enquêteurs. Eric semble en savoir plus qu'il ne semble le dire. Ceux-ci pensent qu'il a été témoin de quelque chose qu'il garde pour lui. Ne trouvant aucune piste concernant le crime, les policiers ont pour seul élément le témoignage d'Eric et ils s'engouffrent dans la brèche. Profitant de sa coopération, ils l'interrogent davantage et font une reconstitution suite à ses dires. Le jour de la reconstitution, Eric est à vélo et semble très décontracté. Il montre l'endroit où il a aperçu Derrick Roby, mais la distance entre les deux garçons n'aurait pas pu permettre à Eric de voir le garçon de manière aussi détaillée qu'il le prétendait. Le fait qu'il se sente autant impliqué et concerné dans l'affaire pose aussi question. Il semble s'y intéresser plus que de raison, demandant aux enquêteurs si on peut retrouver le coupable grâce à son ADN. Plus troublant encore, il demande aussi ce qu'il se passerait si le tueur se trouverait être un enfant. Des soupçons commencent alors à peser sur lui. Une semaine après le meurtre, les enquêteurs retrouvent enfin l'assassin et ce n'est autre qu'un voisin de la famille. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit bien évidemment de notre cher Eric Smith. C'est le 8 août 1993, après l'enterrement du petit Derrick Roby, qu'Eric Smith craque et avoue à sa mère qu'il l'a tué. Sous le choc, la famille Smith attend la fin de la journée pour informer les autorités de ses aveux. L'affaire du meurtre fait la une des journaux nationaux, notamment en raison du jeune âge du tueur et de celui de la victime, mais aussi en raison de la cruauté du crime. Cela choque complètement l'opinion publique.
remontons le temps en arrière et essayons de comprendre comment Eric Smith a pu en arriver là. Eric Smith est né le 22 janvier 1980 à Savona, un petit village de 900 habitants situé dans l'État de New York. Il a une grande sœur de 16 ans nommée Stacy. Il vit avec sa mère Tammy qui a divorcé de son père alors qu'ils étaient petits. Ils sont donc élevés par leur mère et leur beau-père Ted. Sa grande sœur qui vivait avec eux jusque-là vient tout juste de quitter le domicile. Eric a une bonne relation avec ses grands-parents avec qui il aime passer du temps. À son propos, sa grand-mère dira: il venait toujours nous faire des câlins et des bisous. Il aimait aussi faire le clown. Petit, Eric souffrait d'un retard de langage et avait des problèmes d'apprentissage. À cause de ces difficultés, il a dû redoubler une classe. Dans sa nouvelle classe, il était le plus âgé, mais il s'exprimait moins bien que ses camarades, qui se moquaient alors constamment de lui. En raison de ses problèmes d'élocution, il avait du mal à se faire comprendre des autres, et cela le frustrait énormément. Non seulement les autres enfants se moquaient de son retard de langage, mais aussi de son physique. Il subissait des brimades sur ses cheveux roux et ses taches de rousseur, ses oreilles décollées, ou encore ses lunettes double foyer. Il se sentait tellement mal qu'au lieu de prendre le bus avec les autres enfants, il préférait prendre son vélo. Depuis tout petit, il ne maîtrisait pas non plus ses émotions et pouvait devenir extrêmement colérique et violent. Pour évacuer sa colère, il s'en prenait même parfois à des animaux. Un jour, il a même tenté d'étrangler un chat à l'aide d'un tuyau d'arrosage, tout simplement parce que celui-ci le gênait. Il n'arrivait plus à gérer son agressivité et il en avait même fait part à son beau-père Ted. Il lui disait qu'il éprouvait parfois le besoin de faire du mal à quelqu'un, notamment après des disputes répétées avec sa sœur. Ted lui avait alors conseillé de passer ses nerfs sur des objets et de frapper dans un sac ou autre, comme lui-même le faisait parfois quand il était jeune. Ce conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et le jour même, son beau-père remarqua qu'Eric avait les jointures et le dessus des mains ensanglantés. Il s'était défoulé contre un arbre et cela semblait l'avoir calmé. Le 16 août 1994, presque un an après le crime, s'ouvre le procès d'Eric Smith, alors âgé de 14 ans. Durant le procès, on en découvre un peu plus sur le quotidien d'Eric Smith à travers les témoignages de ses proches. Son beau-père Ted admet être quelqu'un d'impulsif, tout comme Eric, et révèle qu'il lui arrivait d'être dur avec lui et de le frapper. Stacy, la grande sœur d'Eric, ne dresse pas un meilleur portrait de Ted et à la barre, elle raconte pourquoi elle a quitté le domicile familial à seulement 16 ans. Elle explique que Ted leur criait souvent dessus et qu'il était agressif aussi bien verbalement que physiquement. Un psychiatre de la défense déclara ensuite que Stacy avait subi des attouchements sexuels à 2 reprises de la part de son beau-père. À l'époque, cela l'avait d'ailleurs profondément affecté. Stacy avait d'ailleurs porté plainte contre lui, mais sous la pression de sa mère, elle s'était finalement ravisée, affirmant aux assistantes sociales que ses accusations contre Ted n'étaient que mensonges. À la barre, Stacy finit par décrire Eric comme la personne la plus attentionnée de la maison. Lors de l'audience, Eric avoue avoir entraîné Derrick Roby dans un petit bois à seulement quelques mètres du chemin menant au camp d'été. Dissimulé derrière les arbres, il explique s'être acharné sur lui, le ruant de coups en le frappant à la tête. Il déclare aussi l'avoir avec une branche, ce qui passe aux yeux de l'auditoire pour de la perversité sexuelle. Des années plus tard, il expliquera avoir fait cela afin d'atteindre le cœur de sa victime, pour l'empêcher de battre et ainsi pouvoir s'assurer de sa mort. Plutôt tordu comme idée. Après cela, voyant qu'il était encore en vie, il aurait tenté d'étrangler le petit garçon avant de finir par l'achever en lui jetant une grosse pierre sur la tête. Son avocat plaide son irresponsabilité, justifiant que son client est atteint d'une maladie mentale, le trouble explosif intermittent, trouble qui serait à l'origine de gros accès de colère et de violence disproportionnés, imprévisibles et difficilement contrôlables. Ce diagnostic a été posé par l'un des psychiatres de la défense qui a examiné l'adolescent lors de l'expertise. L'argument n'a toutefois pas joué en sa faveur, car l'expert de l'accusation a déclaré qu'il s'agissait d'un trouble rarement observable à l'âge d'Eric. Il a été soumis à une batterie de tests médicaux approfondis. Les spécialistes ont examiné la fonction cérébrale, les niveaux d'hormones et n'ont rien trouvé pour expliquer son comportement violent. En raison de son âge et de son profil criminel, il est associé à un comportement sexuel dépravé. Eric Smith est alors reconnu responsable et coupable de meurtre au 2e degré.
durée. Il est condamné à la peine maximale que peut encourir un mineur, soit 9 ans d'incarcération sans possibilité de libération conditionnelle. Eric Smith est détenu dans un établissement pour mineurs pendant 3 ans et est ensuite transféré dans une prison ouverte pour jeunes adultes. 7 ans plus tard, en 2001, il est de nouveau transféré dans une autre prison de New York, cette fois-ci une prison de haute sécurité. Tous les 2 ans, Eric a le droit de faire une demande de libération conditionnelle, ce qu'il ne manquera pas de faire. Au cours des premières audiences de libération conditionnelle, Eric a admis se sentir bien en étranglant Derrick Roby parce que c'était quelqu'un d'autre qui était blessé à sa place. Plus tard, Eric a également avoué qu'il aurait probablement tué à nouveau s'il n'avait pas été arrêté en 1993. Au fil des années, Eric s'est tout de même excusé pour ses actes. En prison, Eric Smith a écrit une lettre adressée à Derrick et à sa famille. Dans celle-ci, il fait part de ses remords, lettre qu'il a d'ailleurs lue à la télévision publique. Je sais que mes actes ont conduit à une perte terrible pour la famille Roby. Et pour cela, je m'en excuse. J'ai pensé de toutes mes forces à ce que Derrick ne vivra jamais. Son 16e anniversaire, Noël, tous les Noëls, posséder sa propre maison, être diplômé, aller à l'université, se marier et avoir son premier enfant. Si je pouvais remonter le temps, je changerais de place avec Derrick et supporterais toute la douleur que je lui ai causée. Si cela signifiait qu'il continuerait à vivre, je changerais de place, mais je ne peux pas. À la fin de cette déclaration, Eric Smith déclare qu'il ne supporte pas l'idée d'être enfermé entre 4 murs à ressasser ça pour le restant de ses jours. En 2014, une autre audience de libération conditionnelle a lieu. Lors de celle-ci, Eric révèle avoir été harcelé durant toute sa scolarité par des enfants plus âgés que lui. Il s'exprime aussi sur les violences que lui a fait subir son beau-père à la maison. Eric Smith a justifié ses actes par ces événements. Il a expliqué que toute la rage et toute la frustration qu'il avait accumulée durant toutes ces années d'intimidation a été déversée sur Derrick Roby, qui selon lui ne le méritait absolument pas. Il précisera d'ailleurs que personne ne mérite ça. Lors de cette audience, il a aussi déclaré que s'il était libéré, qu'il ne retournerait pas dans le village de Savona où il a commis le crime, mais qu'il se rendrait dans un refuge ou une maison de transition. La commission a refusé de libérer Eric, pensant qu'il présentait un réel danger pour l'ordre public et la société. Les parents de la victime se sont également fermement opposés à une possibilité de libération conditionnelle. Ils se sont d'ailleurs opposés à la libération du meurtrier de leur fils chaque fois que ce dernier en a fait la demande. Ils ont aussi milité en faveur d'une réforme stipulant qu'un détenu ne puisse présenter une demande de libération conditionnelle qu'une fois tous les 5 ans plutôt que tous les 2 ans. Entre 2016 et 2019, Eric Smith sera incarcéré dans 3 prisons différentes à sécurité moyenne. Eric s'est vu refuser la libération conditionnelle à 10 reprises depuis 2002, le plus récemment en janvier 2020. En octobre 2021, Eric, alors âgé de 41 ans, réussit enfin à obtenir une libération conditionnelle après 27 ans d'incarcération. La famille Roby n'a pas souhaité commenter la dernière décision. Les différents psychiatres n'étaient pas d'accord sur le diagnostic prononcé lors du procès. Sur le diagnostic, celui avancé ne faisait pas l'unanimité auprès des spécialistes. Même si tous reconnaissaient qu'Eric souffrait bien de troubles d'apprentissage et du comportement, les experts qui pensaient qu'Eric souffrait d'un trouble explosif intermittent expliquent cela par le fait que lorsque sa mère était enceinte de lui, elle prenait un traitement lourd contre l'épilepsie, chose qui aurait pu être fortement à l'origine des troubles de son fils. Je trouve que cette piste a été trop vite balayée d'un revers d'une main. Je déplore le manque de soins et de thérapie qui aurait pu être mis en place pour aider Eric. Il y a clairement eu un manque d'accompagnement de la part de sa famille qui a manqué de communication, de soutien et d'affection. Il aurait par exemple pu avoir une prise en charge médicale pour ses problèmes, ce qu'il n'a jamais eu étant enfant. En plus de ça, son beau-père était néfaste et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas été puni pour ce qu'il a fait. Il a quand même maltraité ses beaux-enfants et il n'a pas payé pour ça. Donc voilà, je pense qu'il y avait des choses à faire avec ce garçon. Je ne pense pas qu'Eric Smith était un psychopathe en puissance. S'il avait été bien traité et bien suivi, je suis sûre que le drame aurait pu être évité. Tout comme dans l'affaire de Bess Thomas que j'ai traitée avant. Si vous n'avez pas encore vu, allez checker par ici. Eric Smith a été dépassé par ses problèmes et ses émotions qu'il n'était malheureusement pas en mesure de gérer lui-même. Il fait aujourd'hui preuve de remords qui semblent sincères envers la victime et sa famille. Eric aurait pu avoir une meilleure vie loin des barreaux. Tout comme Derrick Roby, il n'a pas connu les joies simples de la vie comme les fêtes de famille, les anniversaires, les bancs de la fac. Même si sa vie n'est pas terminée, une grosse partie de celle-ci a été gâchée. Je trouve ça
vraiment triste. Aussi bien pour la victime que pour son bourreau, car rappelons-nous qu'il a également beaucoup souffert dans son enfance. En plus de sa sentence, il porte le poids de la culpabilité, et cela pour le restant de ses jours. Une mort sur la conscience quand on sait faire preuve d'empathie, ça doit juste être horrible. Ça fait une double peine pour Eric qu'il ne méritait probablement pas au final. Malgré ce qu'il a fait, il était juste devenu cette bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Pour moi, Derrick Roby s'est trouvé là au mauvais endroit et au mauvais moment. Il s'est malheureusement trouvé être le dommage collatéral de toute cette histoire. Tout ça est un énorme gâchis qui aurait pu être évité à bien des égards. Quant à la mère de Derrick Roby, elle a dû s'en mordre les doigts. Ne jamais laisser un enfant aussi jeune partir seul. Il faut toujours être très vigilant. Dans les médias, la maman de Derrick décrira son fils comme un garçon dynamique qui adorait les animaux. On imagine là un enfant plein de vie, sensible et empathique, ça fend le cœur. Son père, quant à lui, dira une phrase qui m'a marquée, je cite « Son petit frère Dalton n'avait que 2 ans quand il nous a été enlevé. Il ne pourra jamais le connaître et l'avoir comme exemple. » Après avoir conservé un dossier disciplinaire vierge depuis 2005 et suite à des années de thérapie, Eric Smith a quant à lui obtenu la libération conditionnelle lors de sa 11e demande. Après un léger retard de procédure, il a été libéré de prison en février 2022. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Eric serait sous surveillance pour le reste de ses jours. En outre, il ne peut pas quitter l'État sans autorisation préalable et il lui est interdit de s'associer avec d'autres personnes impliquées dans des activités illégales. Eric vit désormais dans le Queens où son agent de libération conditionnelle vérifie sa présence quotidiennement. En prison, il a obtenu des certifications en menuiserie et en installation électrique. En plus de chercher un emploi dans ces domaines, Eric a déclaré qu'il voulait devenir travailleur social pour aider d'autres enfants. Eric est tombé amoureux d'une femme avec qui il correspondait par écrit alors qu'il était en prison et s'est fiancé à elle à sa sortie. Elle faisait des études de droit et échangeait avec lui au sujet du système judiciaire pour mineurs. On peut dire qu'à sa sortie, Eric a entamé le premier jour du reste de sa vie. Contrairement à Derrick Roby, pour Eric Smith, la vie continue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, un petit pouce. Si le cœur vous en dit, un petit partage. En attendant, si vous ne voulez pas louper les prochaines publications, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche des notifications. Mes petits démons, portez-vous bien et à la semaine prochaine.